Bonjour à tous, merci de vous être déplacés aujourd'hui. Je serai donc votre premier speaker masqué en ce lundi matin, pluvieux mais heureux. Aujourd'hui, le sujet, comme le disait Patrice, donc, ce sera les relations presse dans la dimension EAT de votre marque. WAM, en quelques mots, je vais passer très rapidement, il ne s'agit pas de faire de l'autopromo. On est une agence basée à Lyon, l'agence a été créée en 2008, on a une soixantaine de clients, un peu plus, un peu moins, ça dépend. Surtout des grands comptes, e-commerce, ce qu'on retrouve dans la sphère du SEO classique. Un chiffre d'affaires en 2019, 2 200 000. On est 32 collaborateurs et on fait 5 métiers. Donc référencement naturel, qui était le métier initial, contenu, RP, web analyse et également formation aux 4 métiers précédents. C'est une agence, on se positionne comme une agence qui travaille la visibilité naturelle. Pas seulement le référencement naturel, mais la visibilité naturelle, puisque quand on travaille des RP, on ne travaille pas du référencement, mais on travaille de la visibilité, de la notoriété. Il y a également le côté contenu qui nous aide beaucoup dans la visibilité et aussi dans la notoriété, la data et les formations, comme je vous l'ai montré juste avant. Ce matin, on va surtout parler d'une notion clé, qui est celle d'autorité. L'autorité, alors, petite intro avant de commencer. Tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a un parti pris, un a priori très fort, qui est le mien, où je considère que les RP sont la meilleure façon de faire des liens et de faire du netlinking entre guillemets. Voilà. Mais c'est tout à fait discutable. On est tout à fait là pour en discuter et vous pouvez poser des questions à la fin. Et en tout cas, l'idée, c'est de dire que les RP, c'est le meilleur levier pour servir l'autorité de votre marque. Derrière le mot autorité, moi, j'entends 2 définitions. Il y a l'autorité algorithmique, celle qu'on connaît tous. C'est un langage binaire, il y a un lien 1, il y a il n'y a pas de lien 0. Ça envoie un signal, ça a un impact auprès de l'algorithme de Google. Mais il y a également, donc cette donnée, elle est donnée par Href, Moz, tous les outils que vous connaissez. Mais moi, je parle surtout, quand je parle d'autorité morale. C'est ce qui compte dans mon métier, c'est de rendre les marques pour lesquelles je travaille autoritaires auprès de leur audience. Donc, comment on fait pour être autoritaire? On communique. Et le fait de communiquer permet de transmettre à autrui un message, ce qu'on fait, notre expertise, notre savoir-faire. Et ça permet, de cette manière-là, d'être reconnu comme une référence dans son domaine, dans son giron, dans ce périmètre, auprès d'une certaine audience. Il y a différentes manières de travailler l'autorité. En communiquant le travail accompli, mais aussi vous avez le statut, vous avez la notoriété, la popularité. Moi aujourd'hui, devant vous, j'ai une autorité parce que SEO Camp m'a invité, mais en dehors de cette salle, j'aurais plus du tout d'autorité sur vous, par exemple. Donc il s'agit vraiment de quelque chose de très subjectif, finalement. Concernant l'autorité algorithmique, moi je suis arrivé dans le monde chez WAM Référencement en 2014, je travaillais dans une agence RP auparavant. WAM m'a dit, on souhaite travailler les liens en faisant des relations presse, aide-nous à travailler ça. Aujourd'hui, on le travaille en faisant des échanges de liens, en achetant des liens, je ne sais même pas sûr s'ils achetaient des liens, mais il y a beaucoup d'échanges de liens, d'échanges de contenu, de guest blogging. Et j'aurais dit très bien, montrez-moi comment ça se passe. On m'a envoyé sur cette slide-là les consignes webmasters de Google. Et ce que je lis sur les consignes webmasters de Google, c'est que toutes les techniques SEO qu'on connaît, comme l'achat de liens, les échanges de liens, qu'on faisait beaucoup, que moi-même j'ai fait beaucoup au début en arrivant chez WAM, pour apprendre évidemment, et en fait, c'est tout ça, c'est déconseillé, on va entre guillemets prohiber, même si c'est un gros mot, mais c'est déconseillé. Du coup, moi, c'est très simple, je me suis dit, on arrête. Il ne faut plus du tout en faire, parce qu'en fait, on met en péril la visibilité des marques pour lesquelles on travaille. Et on n'a pas envie d'avoir sur le dos le fait que le référencement naturel d'une marque soit complètement craché de notre fait, en fait. Pour exemple, dernièrement, il y a Selectos, comme le raconte Marjolaine Tasset
dans son article en avril dernier sur le journal du net, Selectos, j'imagine que vous en avez entendu parler, qui est un site d'affiliation belge qui est sorti de l'ombre très rapidement par le référencement naturel et notamment par netlinking, où ils ont multiplié les échanges, les achats de liens, et ce qui leur a permis d'émerger, vraiment de sortir de l'ombre en très peu de temps. Donc l'article de Marjolaine Tassé raconte ça, comment ils ont émergé, en combien de temps, et combien surtout, comment ils se sont fait pénaliser très rapidement. Et c'est l'ensemble des pages du site de Selectos qui étaient concernées par cette sanction et cette pénalité. Donc l'article explique que finalement, ils ont enlevé tous les liens dans l'article qui sont considérés comme toxiques. Ils ont également fait du désaveu de liens. Ils ont demandé à des webmasters de supprimer des liens. Et finalement, le responsable de Selectos, donc Robin L'Espagnard, nous apprend une chose, c'est que dorénavant, en ce qui concerne la visibilité du site, ils vont se concentrer surtout sur le branding, le maillage interne et le AT. Et surtout, en termes de contenu, sur des contenus riches, écrits par des auteurs experts sur le sujet. Donc là, c'est un site, une marque, Selectos, qui a compris par la preuve, par l'expérience, que le netlinking, en fait, en termes de visibilité naturelle, sur le coup, à court terme, c'est super, ça marche, c'est indéniable. Mais à long terme, on a toujours cette équipe d'anti-spam chez Google qui, d'un jour au lendemain, peut faire de votre marque un exemple. C'est ça le problème. Et moi, mon discours, je suis content parce que du coup, ce qu'écrit Marjolaine Tassé, ça me sert dans mon discours aujourd'hui. Pourtant, ce n'était pas du tout calculé. Ça montre qu'il y a une prise de conscience petit à petit dans ce monde-là du SEO, de la visibilité naturelle, que en fait, il y a deux penchants, on va dire, de netlinking. Il y a ce que vous faites de propre, on va dire, ce que en toute modestie, je pense qu'on représenter aujourd'hui à travers les relations presse. Et également ce que peut-être certains d'entre vous font, qui est les échanges de liens, le guest blogging, l'achat de liens, qui permet, et ça marche en discutant avec les chefs de projet SEO chez WAM, je peux m'en rendre compte, ils me certifient que ça marche. Et je les crois, parce que moi, je n'ai pas de compétences forcément là-dessus. Ah, ça ne marche plus. Ah, voilà. Donc, quand on revient sur les consignes webmaster de Google, où ils nous égrènent les différents leviers pour travailler l'autorité et le netlinking, on se rend compte qu'il y a un seul levier qui n'est pas considéré par on va dire les recommandations à ne pas faire, c'est la presse. La presse pas papier, mais la presse web, en l'occurrence, qui permet d'une part d'être présent, de générer des mentions sur le moteur, de générer du coup de la notoriété, mais aussi de générer des liens et de l'autorité, cette fois-ci algorithmique. Donc, comment on va travailler la presse? Par les relations presse. Les relations presse, qu'est-ce que c'est? Par les RP. Les RP, ça englobe tout un tas de techniques. Derrière RP, on peut mettre plein de mots. On peut mettre relations publiques, relations presse, relations influenceurs, médias, publics, CS, parce qu'on fait des relations avec plusieurs publics, et pas public au grand jour. Donc en fait, tous ces termes désignent en réalité le fait de communiquer à travers une personne ou un média auprès d'une audience, auprès de plusieurs cibles même, et le but étant d'influencer le comportement de la cible qu'on vise, à travers la prescription du média qu'on a utilisé pour communiquer. C'est vraiment ce que fait un influenceur. Et le plus grand des influenceurs aujourd'hui, ça reste la presse. Les audiences les plus élevées, à moins d'être un youtubeur très célèbre, mondialement connu, en France, ça reste quand même la presse. Il y a très peu d'influenceurs qui ont une audience plus grande que la presse en France aujourd'hui. Et le but de la presse, c'est vraiment d'influencer et de délivrer du discours tous les jours et de faire en sorte de marquer les opinions, de changer l'opinion ou de stabiliser les opinions. 3 objectifs majeurs pour la presse aujourd'hui, enfin pour les relations presse, pardon. Ça se fait en 3 phases en fait.
La première mission pour une marque, quand elle travaille ses relations presse, c'est de se faire connaître. Je suis LDR, je lance une marque demain. Je veux avoir des clients. Pour avoir des clients, il faut d'abord que je sois connu auprès de cette communauté-là. Donc on va travailler la notoriété. Mais avant que ces clients achètent le produit ou le service que je veux leur délivrer, il faut que je me fasse aimer de leur part. Donc, se faire aimer, donc là on va travailler la popularité. Et enfin, faire agir. Qu'est-ce qui va inciter le client à faire agir? C'est les faire adhérer à une histoire, les faire adhérer à un discours. Et là, c'est tout simplement passer à l'action. Mais la seule condition à tous ces objectifs-là, c'est de travailler le contenu. Sans contenu, je ne peux pas me rendre célèbre, donc notoire, je ne peux pas travailler ma notoriété. Sans contenu, je ne peux pas me faire aimer. Et sans contenu, je ne peux pas faire agir ma communauté. Ça, c'est vraiment les 3 objectifs du marketing tel que ça a été théorisé depuis des dizaines d'années. Et quand on tire la ficelle, la pelote un peu plus loin, on se rend compte que la notoriété, il faut la travailler à travers un contenu. Et le contenu, il sert à délivrer son expertise. Quand on est aimé, on devient autoritaire. Donc là, l'autorité morale, si on revient aux définitions du départ. Et une fois qu'on a travaillé sa popularité, son autorité, on a généré de la confiance. Et on arrive à faire en sorte que le client passe à l'action. Le client, le souscripteur, ou le votant, le citoyen, peu importe. Le donateur aussi. L'idée, en fait, c'est d'avoir une démarche éditoriale auprès d'une certaine communauté, de faire de l'information auprès d'elle, de les informer. Et par votre ton, par votre style, vous allez vous démarquer et ça permettra de créer une image de marque. C'est vraiment ça, selon mon prisme, en termes de consultant en relations presse, que je vois à travers EAT. Ce n'est pas tellement les côtés algorithmiques, qu'il faut faire du contenu pour avoir derrière un lien, pas de lien. Et ça permettra de remonter dans les classements et de générer du clic. Bien sûr, ça y contribue. Mais pour moi, EAT, c'est avant tout une histoire de communication et de marketing. Il s'agit vraiment de créer une image de marque, vous distinguer de vos concurrents pour que derrière, ça génère de l'engagement, ça génère de l'action et de la confiance, tout simplement. Si on devait résumer les choses, il faut faire la promotion de son savoir-faire, faire savoir son savoir-faire, et vous générez de la confiance. Ça paraît simple, mais en fait, c'est très difficile. Quand on est, moi, la manière dont je travaille au quotidien avec mes différents clients, c'est vraiment 7 étapes. C'est premièrement les objectifs. De quoi, combien de reprises, après quoi on court finalement. Quand on fait des relations presse, c'est très simple, très important, d'avoir des objectifs dès le départ bien définis. Quelle audience on veut cibler, donc quels médias. Quelle image, surtout, on veut renvoyer de soi et quel lien on veut obtenir. Très important, les liens aujourd'hui. Si vous avez l'occasion de travailler avec des consultants RP pour travailler la visibilité naturelle de votre marque, il faut lui demander des liens. Si cette personne ne sait pas faire, il faut changer, tout simplement. Les messages à promouvoir, l'information qu'on en a à relayer. Comme je vous l'ai dit, avant toute communication avec les journalistes, on a forcément quelque chose à dire. Si on n'a rien à dire, on se tait, tout simplement. Les cibles, donc qui on souhaite toucher, les canaux de diffusion, comment les toucher. Donc là, les cibles, c'est qui va acheter nos services, qui va voter pour nous, qui va nous donner, qui va être donateur finalement. Et les canaux de diffusion, comment les toucher? Donc c'est comment cibler ses clients, comment cibler ses donateurs, comment cibler ses citoyens. Les outils de communication qui sont multiples, et là on peut faire preuve de la plus grande des créativités. Le communiqué de presse, le dossier de presse, la landing page, l'infographie, la vidéo, l'événement. Quand je parle de communiqué de presse, je ne parle pas d'un PDF qu'on va déposer sur une plateforme de communiqué de presse. Je parle d'un, on va dire entre guillemets, un vrai contenu à destination des rédactions, des journalistes, qui va faire en sorte d'informer le journaliste sur ce que vous faites, sur votre actualité, et qui permettra au journaliste de relayer cette actualité-là dans son média, dans son article.
c'est la destinée d'un communiqué de presse, c'est d'être lu par un journaliste et d'être repris par le journaliste pour être délivré du coup à une audience, pas de finir sur une plateforme de communiqué de presse. La diffusion, qui là, pareil, on peut faire preuve de beaucoup de créativité, mail, courrier, téléphone, réseaux sociaux, sur un bandeau à l'arrière d'un avion au-dessus d'une plage, ce que vous voulez, ça peut marcher. Et enfin, la mesure. Très important, la mesure. Pourquoi? Parce qu'en RP, ça a souvent été le parent pauvre. Le métier du consultant, parfois, de l'attaché de presse, c'était je fais en sorte que le journaliste publie l'article, hop, et je m'arrête. Je ne fais pas de bilan, je ne fais rien. C'est une erreur. Et moi, j'ai appris à mesurer les relations presse grâce à tous les chefs de projet SEO que je contacte aujourd'hui et que je côtoie aujourd'hui. C'est eux qui m'ont appris sur le web comment mesurer telle chose. Et donc, en ça, le SEO est un métier très important et très complémentaire, rien que pour ça, pour les relations presse. Un petit speech sur les journalistes aujourd'hui. C'est un milieu très sollicité. Il y a beaucoup de marques qui communiquent auprès des journalistes aujourd'hui. En moyenne, un journaliste reçoit 60 communiqués de presse par jour. Donc c'est des stats qui datent d'il y a un peu, hein, c'est 2015-2016, c'était l'agence Gutenberg qui avait fait ça. 60 communiqués de presse par jour, par journaliste. Donc il faut bien avoir en tête qu'un journaliste, c'est une personne, c'est un actif comme tout le monde, il travaille 7, 8, 9 heures par jour, 10 heures peut-être. Donc si on fait 60 communiqués de presse et qu'on divise ça par le nombre d'heures, on va dire qu'il accorde de l'attention à 8 minutes, enfin il donne 8 minutes d'attention à chaque communiqué de presse, 8-9 minutes. Seulement un journaliste, il ne fait pas que ça toute la journée. Un journaliste, il écrit, il va en conférence de rédac, il va en conférence de rédaction, en conférence de presse, pardon, il fait sa veille, il diffuse, il fait plein de choses. Donc finalement, la lecture de communiqué de presse, c'est 1 heure ou 2 heures dans sa journée. Donc on voit que le temps, là, il s'amenuise beaucoup. Sur les 60, il n'a plus que peut-être 30 secondes d'attention à accorder à un communiqué de presse. Bien souvent, dans les 60, il y en a bien 50 qui passent à la poubelle direct. Le journaliste ne s'embête pas, il lit l'objet et il fait le tri. C'est très simple. Il en reste 10, et là, il faut trouver la formule la plus accrocheuse. Je vous parle de 50 qui partent à la poubelle, parfois c'est même plus. Les journalistes considèrent qu'il y a 93% des communiqués de presse qui ne leur sont pas du tout utiles. Donc sur les 60, ça fait 3-4 communiqués de presse. Ça ne fait pas beaucoup. Et donc dans les 3-4, c'est pas parce qu'il l'a lu qu'il va le relayer. Il en a pris conscience, il va peut-être finalement en relayer que un. Donc vraiment, il y a très peu d'élus qui sont destinés à être repris derrière par les journalistes, par les médias. Quand on revient à l'EAT, je vous disais, il faut savoir se démarquer pour intéresser la presse. En fait, le journaliste qui fait en triant ses mails, en fait, il fait déjà un tri. Il a lui-même un filtre EAT, il va chercher à savoir qui vous êtes, il faut répondre aux 5 W, si vous avez déjà entendu parler de cette formule. Donc en anglais, who, why, when, where, et j'ai oublié le dernier, si vous pouvez m'aider, mais j'ai oublié le dernier. Qui êtes-vous? Quel est votre savoir-faire? Quelle est votre vision de ce que vous faites? L'autorité, c'est la capacité à faire autorité. Quelle qualité? En quoi je peux parler de vous? Et est-ce que vous êtes digne de confiance? Le journaliste fait déjà ce travail de filtre pour vous mentionner dans son article. Pourquoi avoir recours à la presse? Je vous parlais déjà tout à l'heure. Il y a cette audience. On touche une très large audience. Si on est mentionné dans le Parisien, par exemple, là on touche sur le web, on touche près de 200 000 lecteurs papier par jour. Enfin, sur le papier, pardon. Sur le web, c'est potentiellement 50 millions de personnes. On ne touche jamais 50 millions de personnes sur le mois, hein, bien sûr, mais on a une très large audience. 50 millions d'internautes, pardon. Et c'est surtout le pouvoir de prescription. Quand un média vous cite, ça donne une force à votre marque. On citait l'exemple de Selectos tout à l'heure. Si les médias n'avaient pas parlé, si le journal du net n'avait pas parlé de Selectos, si Abondance n'avait pas parlé de Selectos, comment j'avais connu Selectos à travers d'autres sites encore,
ben, j'en aurais jamais entendu parler, j'en aurais jamais fait un exemple aujourd'hui. Donc il y a ce pouvoir de prescription et d'influence qu'opère la presse sur une marque, et ça transforme le message, ça lui donne une importance. Hop. Donc si on devait résumer les relations presse en une formule, c'est qu'il faut diffuser le bon contenu, donc il faut savoir intéresser la presse, l'accrocher au bon moment, et à la bonne personne au bon moment, à la bonne personne ou au bon média. On va voir les exemples après. Je parle de Fuel Market, qui est un site qui vend du fuel en ligne, que chez WAM on aime bien mettre en avant et mettre en scène dans nos conférences. Fuel Market, qui vend du fuel. Le fuel, on s'en sert pour chauffer. Si j'envoie un communiqué de presse qui parle des prix du fuel en plein mois de juillet durant la canicule, ça ne marchera jamais. Parce que c'est très loin de la considération des journalistes et très loin de la considération des lecteurs des journalistes. Le journaliste, il a une chose en tête, c'est créer de la lecture, créer de l'audience aux médias qui l'embauchent et qui l'emploient. Si le journaliste n'arrive plus à satisfaire la curiosité des lecteurs, bah là, il n'est plus en phase avec son métier. Donc il y a vraiment ce contexte, quand je parle de bon moment, le contexte qui permet que, hop, on va rebondir sur l'actualité et on va réussir à intéresser la presse et donc les lecteurs des médias qu'on cible. Donc Fuel Market, filiale du groupe Total, créée en 2012, on les accompagne en relations presse depuis 2016, et c'est un modèle économique qui repose essentiellement sur la visibilité sur les moteurs de recherche, donc qui repose essentiellement sur le SEO. Au départ, en tout cas, aujourd'hui, ils ont un peu de SEA, ils font un peu d'achat média, mais ça reste à la marge, ça repose essentiellement sur le SEO. Les objectifs avec eux, ils m'ont dit très bien, Elder, on va faire un truc, il faut que notre marque, elle soit connue à un instant T, entre, on va dire, octobre et février-mars, au moment où les gens achètent du fuel, les foyers qui chauffent au fuel achètent du fuel. Et surtout, à travers ces mentions, on va te demander de faire un truc un peu particulier, c'est qu'il faut que tu réussisses à faire des liens qui participeront à l'autorité, en fait, du site. Donc c'est quelque chose de très compliqué, mais on a mis en place une méthodologie qui permet que, dans ce cadre-là, il y a quasiment une mention sur deux dans les sites d'information qui fait un lien vers fuelmarket.fr. Donc quand un consultant RP vous dit faire des liens, c'est pas possible, c'est faux, c'est possible, je vais vous montrer. Et si on vous dit, si un chef de projet SEO vous dit ah, c'est compliqué de faire des liens à travers les RP, il faut plus mettre en place des PBN et autres, oui, c'est compliqué. C'est carrément compliqué. Parce qu'il y a un vrai travail, comme je vous ai montré tout à l'heure en cette étape, avant la diffusion du communiqué de presse, il y a les objectifs, il y a déterminer notre cible, il y a déterminer les canaux, il y a tout un process auparavant qu'il faut avoir en tête pour derrière bien calibrer son contenu pour toucher la bonne cible au bon moment. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué que ça ne vaut pas le coup. C'est des liens qui sont très impactants pour le SEO et ça vaut en gros le jeu en vaut la chandelle, quoi. Dans les messages à promouvoir, Fuel Market, c'est un site de vente de fuel en ligne. Si je m'arrête à ça, je ne vais pas toucher beaucoup de médias en France. Je vais toucher des médias spécialisés dans l'énergie et c'est tout. C'est pour ça qu'il faut élargir le scope. Et à travers l'expertise, donc EAT, dire qui est Fuel Market. C'est le leader du marché, qui permet à 3 millions de foyers en France de chauffer. 3 millions de personnes, c'est 3 millions de foyers, c'est 10 millions de personnes, c'est beaucoup. En France aussi, il y a 5 millions de foyers qui sont en situation de précarité énergétique, donc il y a là un sujet de fond à traiter. Et c'est le lieu en France où les prix sont les meilleurs, donc pas les moins chers, mais les meilleurs. C'est-à-dire qu'il y a un rapport qui est intéressant, et c'est surtout qu'on légalement, on n'a pas le droit de dire que c'est les moins chers. Et donc c'est une solution de chauffage à prix réduit, et c'est là qu'il y a un truc à faire avec les foyers en situation de précarité énergétique. Donc les canaux de diffusion, une fois que j'ai identifié ma cible, qui sont les Français tout simplement,
Bien sûr, il y a Europétrol, le site spécialisé en énergie, mais j'ai également, si j'ouvre le scope, j'ai Modes et Travaux, j'ai Construire sa maison, j'ai Maison et Travaux, et j'ai toute la grande presse nationale qui parle de, chaque année, du marronnier, quel est le prix du fioul, quels sont les prix du chauffage, est-ce que le gaz a augmenté, est-ce que le gaz va stagner, est-ce que le prix de l'électricité va augmenter. Tous ces sujets-là, on identifie les journalistes, on les met dans un fichier et on les cible derrière à travers différents contenus. On va travailler avec eux. C'est un marronnier, c'est comme Noël, d'autres choses. Et ça permet, ce travail d'audit, on va dire, de veille, permet de savoir quels sont les médias qui parlent de ce sujet-là et d'avoir, in fine, les journalistes à travers lesquels on veut travailler pour toucher notre cible. Les outils de communication, c'est chaque année un petit déjeuner presse, ça dépend de l'endroit. L'an dernier, c'était à l'atelier, c'était dans le Marais, je crois, je ne sais plus, où on a donné rendez-vous à une quinzaine de journalistes dans les médias que je vous ai montrés auparavant, pour leur parler de fuel market, de prix du fuel, de précarité énergétique, de pouvoir d'achat et de transition énergétique. On élargit vraiment le scope, parce que les journalistes, pour les intéresser, il faut élargir le scope, et petit à petit, comme un entonnoir, on affine les choses. Pour les intéresser, on avait même fait un sondage avec OpinionWay. On avait listé une quinzaine de questions, les Français et le fuel, donc on part de la transition énergétique, et comme en entonnoir, on finit vers le fuel. Donc là, les questions très simples, qui sont les Français qui se chauffent au fuel? Est-ce qu'il y en a moins? Est-ce qu'il y en a plus? Quelle est la tendance? Quelle est la perception du fuel? C'est une énergie propre? C'est une énergie qui a un confort de chauffe intéressant? Comment vous voyez le fuel à 5 ans, 10 ans? Plein de questions qui permet ensuite derrière d'intéresser les journalistes sur un secteur qui les intéresse, les Français, l'opinion des Français, ceux qui les lisent. D'autres outils de communication, des communiqués de presse, un communiqué de presse sur les prix du fuel. C'est un marronnier, je vous l'ai dit, donc on essaye d'intéresser à travers des contenus pertinents. Il y a également tous les contenus sur le site, c'est intéressant. La diffusion, donc moi je vais mettre d'un outil qui s'appelle Cision, où vous rentrez votre nom, vous rentrez un sujet, vous rentrez le nom d'un journaliste, et vous avez toutes ses coordonnées. Son mail, son nom, son prénom, son média, son mail, son numéro de téléphone et les sujets sur lesquels cette personne travaille. Ça s'appelle Cision. C'est un outil indispensable à tout professionnel des relations publiques finalement. C'est une base de données à travers laquelle on peut retrouver toutes les coordonnées des cibles, les journalistes qu'on veut toucher. Il y a également les influenceurs à l'intérieur. Et il y a également tous mes fichiers presse perso, que je travaille depuis 6-7 ans chez WAM, qui me permettent de cibler la presse. Au final, au lieu de toucher juste Europétrol, on aura touché toute la grande presse française. On aura touché BFM, on aura touché de la PQR comme Le Progrès, on aura touché le Challenge, et la presse thématique avec Maison et Travaux, Système D et autres. L'idée n'était pas juste de parler de fuel, mais vraiment de parler d'un sujet plus vaste qui est le chauffage, et d'intéresser les Français. Au final, sur l'action, en 4 mois, on a généré 47 mentions. Sur les 47 mentions, il y en a à peu près une trentaine, je crois 28 qui étaient sur le web. Et sur les 28, il y en avait 14 qui ont généré un lien. Ça paraît maigre par rapport à ce qu'on peut faire à travers de l'échange de liens, du guest blogging ou du PBN, mais à chaque fois, c'est une autorité moyenne des liens qui est très élevée. Elle était de 82 en 2019. Pourquoi je mets VS 69, VS 33? C'est par rapport à l'année précédente, où il y avait un contexte gilet jaune qui est né du fait des prix du carburant et des taxes très élevés. Forcément, quand on parle de fuel, ça aide, le contexte aide à l'actualité et permet de générer davantage de mentions, surtout quand on a un discours qui est généré depuis 5-6 ans, où moi j'ai travaillé à ça, et de dire qu'il y a beaucoup trop de taxes qui pèsent sur les carburants. Il y a beaucoup trop de fiscalité sur le fuel, et ben forcément, ce discours, au bout d'un moment, il paye, et ça a été le cas en 2018. C'est des articles comme ceci, à gauche dans le Parisien, à droite dans les Échos. Donc là, est-ce que j'ai une petite lumière ici? Ouais, là, ici. Donc le Parisien, fuel, c'est le moment de remplir votre queue. Ben là, en termes de AT, on est bon.
Le journaliste, il m'aide beaucoup en disant ça. Il aide sur le market pour que finalement les clients et les internautes passent à l'action. Il leur dit allez-y. Donc, d'une part, il mentionne Fuel Market, il dit qui il est, il mentionne son expertise, il fait aimer Fuel Market par son titre, et en plus, on va le voir par la suite, il aide Fuel Market à passer à l'action. Ici, je suis sur une vue Google Analytics, vous connaissez, dans le trafic référent. L'article du Parisien, ici, je l'ai eu le vendredi, donc j'ai observé dans Google Analytics ce qui s'est passé le samedi et le dimanche. Sur le Parisien, avec le lien que j'ai obtenu, j'ai eu 275 ou peut-être un peu, ou 215, je ne sais plus, mentions, clics, des clics sur le lien fuelmarket.fr. Et j'ai des internautes qui sont allés sur fuelmarket.fr, qui ont navigué sur d'autres pages et qui sont allés jusqu'à acheter à travers l'article pour 3 750 € de fuel. Donc ça aide à héroïser en fait finalement l'action. Sur un communiqué, une action bien ciblée qui coûte grosso modo 2500 €, 3000 €, bah là j'ai généré plus de valeur qu'en fait je n'ai fait dépenser d'argent à Fuel Market. Donc là j'ai réussi mon action, je suis content. Et ça c'est juste une vue sur 2 jours. Il y a encore le lundi, mardi, mercredi, voilà. Et surtout il y a tous les autres articles, BFM, France Bleu, Bâti Actu, Le Dauphiné, Le Progrès, qui ont généré aussi des clics sur fuelmarket.fr, parce qu'il y avait le lien dans leur article, et qui a permis derrière de générer de faire passer à l'action les clients. Alors que ce n'était pas du tout le but c'était juste de faire des mentions. Donc en fait, depuis le début de la collaboration en 2016, j'ai permis à Fuel Market de générer 265 publications sur le web, sur la presse nationale, enfin 265 publications, presse télé, presse papier, presse web et presse radio, tout confondu, dont 168 sur le web, et sur les 168, j'ai 75 liens. Donc on est grosso modo à ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai un article sur 2 sur le web qui dispose d'un lien vers fuelmarket.fr. L'autorité moyenne des liens, c'est 70. On avait une autorité de Fuel Market au départ, donc autorité Moz.com, Link Explorer, qui était de 30. Et j'arrive aujourd'hui, en septembre 2020, à 48. Donc j'ai permis au site, alors qu'il ne fait pas du tout d'échange de liens, enfin très à la marge, on va dire. On ne va pas dire pas du tout, très à la marge. Alors qu'il ne fait pas du tout de liens, guest blogging ou autre échange, qui permettent donc d'augmenter l'autorité. Et mon autre objectif, qui est de travailler celui de la notoriété, on le voit ici. On compare avec FuelReduc, qui est son principal concurrent, on compare ça dans Google Trends. Sur les 12 derniers mois, l'objectif, c'est d'avoir une notoriété plus élevée que celle de FuelReduc. La courbe bleue, c'est Fuel Market, la courbe rouge, c'est FuelReduc. Google Trends, vous connaissez, on tape un mot-clé et on observe les tendances de recherche sur ce mot-clé. Mais quand on tape le nom d'une marque, il s'agit de notoriété spontanée. Quand on tape le nom d'une marque, c'est qu'on connaît cette marque. Donc si on la connaît, là on la recherche, et on voit que la courbe bleue est toujours devant la courbe rouge. Donc là, on a aussi gagné sur ce côté-là. Enfin, on m'a un peu pressé par le temps, mais tout va bien. Qu'est-ce qu'un bon lien dans le prisme AT, qu'est-ce qu'un bon lien? Un bon lien, pour moi, c'est un lien qui est issu d'une vraie démarche éditoriale. C'est-à-dire qu'on prend la parole, on veut informer, d'une part les journalistes, mais les lecteurs des journalistes qu'on cible, les lecteurs des médias qu'on cible, on veut lui donner l'information et on veut la faire agir avec une autre marque. Un bon lien, c'est un lien qui est présent dans un site très autoritaire, idéalement un site d'information, qui, selon Link Explorer, un site d'information français ne passe jamais en dessous de 60-50, on va dire, donc c'est déjà très autoritaire. Et c'est surtout un lien qui est sûr, qui est pérenne et qui n'a aucun danger. C'est ça qu'il faut dire, surtout en RP, c'est que tous les liens que vous obtenez, il n'y a aucun danger derrière ça. C'est un lien par lequel il peut y avoir des interactions avec l'internaute, comme je vous ai montré sur Google Analytics, et c'est surtout un lien qui est au-dessus des radars, un lien qui se voit. Moi, je ne cherche pas du tout à cacher les liens que je fais. Moi, je veux que Google les voit, parce que si Google les voit, ça veut dire que l'autorité du site, l'autorité algorithmique,
va augmenter. Et si l'autorité algorithmique monte, on est mieux positionné. Et si on est mieux positionné, l'autorité morale du site, elle augmente aussi, parce qu'on est plus vu. Et ça marche mieux du coup derrière pour notre marque derrière, tout simplement. Je vous transmets ici quelques ressources. J'imagine qu'on transmettra la présentation par la suite, qu'on a soit posté sur le blog de WAM, soit posté dans différents sites d'information. Nos podcasts et les deux derniers, des tribunes qui ont été postées chez Madines et chez Culture RP, où vous pourrez aller voir le dernier qui reprend dans l'essence ce que je vous dis aujourd'hui, et où vous pourrez regarder un peu plus en détail, si vous voulez, les conclusions de cette conférence. Merci à tous pour votre attention, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Merci.